Donc, il m'a été demandé de vous parler de la PMA, la procréation médicalement assistée, et de la gestation pour autrui. Alors, je pourrais évidemment aborder avec vous une multitude d'aspects de ce sujet. Les questions éthiques, les questions juridiques et psychologiques liées notamment à la filiation. D'autres le font déjà avec beaucoup de compétences et vous pouvez trouver quantité de conférences filmées sur le sujet sur Internet, de livres écrits par des juristes, des psychiatres, des pédopsychiatres. Donc, je vais aborder le sujet de façon différente. J'ai préféré vous démontrer, ou tenter du moins de le faire, comment la PMA et la GPA ne sont que des étapes d'un processus dicté par les promoteurs du nouvel ordre sexuel mondial, qui est une part importante du plan du nouvel ordre mondial. J'entends évidemment déjà certains dire qu'Escada va faire du complotisme. Alors, je vais essayer de faire reposer l'essentiel de cette conférence sur une multitude de citations précises et indiscutables tenues par des promoteurs de ce plan. Alors, bien sûr, vous avez tous en tête un personnage qui nous a quittés, un multimilliardaire français qui doit en ce moment rôtir en enfer et qui considérait qu'il n'y avait pas de différence entre le fait de louer le ventre d'une femme et les bras d'un ouvrier. Ce personnage contrôlait de grands titres de presse en France, dont notamment le journal Le Monde. Il avait été le financier de toute une série d'officines telles que SOS Racisme, le MRAP, etc. Il était bien sûr le parrain financier du lobby LGBT, lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexuels, intergenres, interlopes, inter. Et le fait qu'il ait dit ça publiquement à l'écran, lui qui se savait tout-puissant en France, qui finançait aussi des hommes politiques, des femmes politiques, eh bien, ça en disait long sur le fait que cela entrait dans un plan raisonné. Raisonné, pas raisonnable, mais raisonné dans le sens où il avait été ce plan construit de longue date et où il avance pas à pas de plus en plus rapidement. Mais bien d'autres que ce sombre personnage que vous avez tous reconnu, Pierre Berger, pour ne pas le citer, bien d'autres personnages à travers le monde ont aujourd'hui un rôle très important pour vous faire admettre à vos enfants, faire admettre à vos petits-enfants un scénario qui doit passer en plusieurs étapes de la PMA à la GPA, de la GPA à l'utérus artificiel, de l'utérus artificiel à l'enfant synthétique. Et je vais essayer de vous montrer comme tout ça est savamment orchestré. Alors, d'abord, pour y arriver, il y a cette idée qu'il faut dégoûter les femmes de la maternité et de l'allaitement. Ça, c'est le travail, par exemple, d'une femme comme Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, dans son livre « Le conflit, la femme et la mère », dénonce ce qu'elle appelle, je cite, « la tyrannie de la maternité ». Pensez, mesdames, celles qui
sont ici des mères, que vous avez été les complices, les victimes, je ne sais, d'une terrible tyrannie, et j'ose à peine regarder vos visages marqués par ce poids difficile qui a dû reposer sur vos épaules. Mais plus encore, elle présente, cette Elisabeth Badinter, l'allaitement comme une autre forme, je cite, d'oppression. Le simple fait d'avoir allaité un enfant, eh bien, c'est une terrible, terrible épreuve, une véritable forme d'oppression qui est imposée à la femme. Alors, rappelons quand même qui est Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, née Bleustein, tout de suite, non, née Bleustein, est la fille du publicitaire Marcel Bleustein, fils d'immigrés juifs russes, qui fonda en 1926 une société publicitaire qui aujourd'hui a un rôle très important, Publicis. Publicis qui est aujourd'hui le 3e groupe mondial du secteur. Donc derrière cela, il y a une force d'influence, une force financière qui est énorme. Elisabeth Badinter, elle est aussi, bien sûr, l'épouse de Robert Badinter, de 16 ans son aîné, avec qui elle a quand même eu 3 enfants, donc elle a quand même visiblement participé à cette forme de tyrannie. Et elle a publié toute une série d'ouvrages qui se veulent féministes, mais qui sans cesse sont aussi des passerelles vers le lobby homosexuel, vers le lobby transgenre. Elle se fait un nom dans le milieu militant. Elle a animé à l'école polytechnique déjà un séminaire en humanité et sciences sociales autour de la virilité et de sa redéfinition dans le contexte de relative transition des idées féministes de ces années-là. Ces travaux participeront au projet du livre XY de l'identité masculine. Elle s'est attachée à théoriser la notion de ressemblance des sexes. Selon elle, c'est une telle innovation qu'on peut légitimement l'envisager en termes de mutation. On entend par là que les rôles doivent évoluer, qu'il ne doit plus y avoir de distinction entre l'homme et la femme. Parce que bien sûr, vous l'avez compris, pour tous ces gens-là, la maternité réservée à la femme, c'est aussi une forme de discrimination. Pensez que l'homosexuel est évidemment discriminé par le fait qu'il ne peut pas être mère, enfanter en tant que mère et allaiter son enfant, même s'il s'agit d'une tyrannie et d'une oppression. Parce qu'au nom de l'égalité, il faut quand même que tout le monde ait le droit d'avoir accès à la tyrannie et à l'oppression précédemment dénoncée par Elisabeth Badinter. Évidemment, il est inutile de préciser que Madame Elisabeth Badinter, en tant que présidente du conseil de surveillance de Publicis, est aujourd'hui considérée comme la 56e fortune de France, et même visiblement au cours des dernières années, sa fortune a encore augmenté, puisque selon le magazine américain Forbes, elle est devenue, en 2016, la 31e fortune française, la 1304e fortune mondiale, avec une fortune estimée à 1,58 milliard de dollars. 1,58 milliard de dollars, c'est le petit bas de laine de Madame Elisabeth Badinter. Et vous imaginez bien qu'avec une telle force de frappe, elle ne cherche absolument pas à
vous influencer. Non, non, bien sûr, elle fait ça pour simplement le bien de l'humanité, on va sans dire. Un autre personnage qui se préoccupe beaucoup du bien de l'humanité, c'est un certain Jacques Attali, naturellement. Jacques Attali, je vous resitue le personnage, membre du Congrès juif mondial, d'à peu près toutes les officines mondialistes, Bilderberg, Trilatéral, Club Le Siècle, etc., conseiller permanent de l'Élysée, quel que soit son occupant, de gauche, de droite, et de l'extrême centre, de l'intergauche, interdroite façon Macron. Cela fait des années que Jacques Attali est indéboulonnable. Il est toujours, à un moment ou l'autre, dans un des bureaux de l'Élysée pour servir de conseiller. Le conseiller occulte qui ne le cache pas, il en est même très fier, il affirme devant les caméras qu'il est celui qui a façonné Emmanuel Macron. On en est là. Un homme qui, à travers ses réseaux, peut affirmer publiquement que la puissance d'influence qu'il détient permet de façonner un président de la République avant même que les électeurs aient été appelés aux urnes. C'est la démocratie, il paraît. Alors, Jacques Attali, eh bien justement, la maternité, l'enfantement, la PMA, la GPA, eh bien, l'utérus artificiel, tout ça, ça fait des années qu'il y pense. Alors, je vous ai choisi un petit florilège de citations. Au fur et à mesure des dernières années, le schéma se fait de plus en plus précis. Dans l'Express du 2 janvier 2003, il déclare « En devenant ainsi peu à peu des objets comme les autres, les êtres humains deviendront pour ceux qui les achèteront, car ils se vendront, des objets de consommation abandonnés dès qu'un modèle nouveau viendra exciter leur désir. » Donc on est vraiment dans l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, de la PMA à la GPA, le meilleur des mondes marchands. En 2007, dans son livre Amour, que je vous recommande non pas comme un livre de référence, mais au niveau de ce qu'il annonce, de ce qu'il prédit, quand on est quelqu'un qui a autant d'influence que lui à travers le monde et qui fait partie d'un cénacle de gens influents du nouvel ordre mondial, cela donne un avant-goût de ce qui nous est préparé. Donc, première citation de ce livre Amour. Nous allons vers une séparation complète de la sexualité plaisir et de la conception grâce à l'utérus artificiel et éventuellement au clonage. Imaginez une famille sans mère, puisqu'on pourrait ne plus avoir besoin d'elle pour concevoir un enfant, modifie notre perception de la famille. Ce qui restera d'elle, conclut-il, ce n'est finalement plus les parents, mais la volonté d'avoir un enfant. Bon. Il va plus loin dans le même ouvrage, et ça devient plus précis. On n'en est plus très loin. On sait faire vivre l'embryon dans une machine pendant les premières semaines et les derniers mois de la grossesse. Il ne reste à régler que le problème de 4 à 5 mois de gestation. Cela sera souhaité à la fois par des femmes qui voudront vivre comme des hommes, sans être pénalisées dans leur carrière par les contraintes de la maternité. Et par des hommes qui voudront couper le lien avec leur descendance pour ne pas avoir à en prendre la charge. De plus, cela permettra de faire naître des enfants
hors des voies naturelles qui limitent la taille du cerveau si essentielle aujourd'hui à la survie de l'espèce. Si l'évolution va aussi loin, si l'on pousse le narcissisme jusqu'au bout, l'être humain, écrit-il, finira hermaphrodite, capable de s'aimer lui-même et de se reproduire lui-même. C'est en 2007. Depuis lors, les techniques ont bien avancé. Le même Attali, toujours, en 2013, au site Slate, dans une tribune qu'il a intitulée « Vers l'humanité unisexe », écrit « La sexualité se séparera de plus en plus de la procréation et sera de plus en plus un plaisir en soi, une source de découverte de soi et de l'autre. La matrice artificielle qui permettra de concevoir et de faire naître des enfants hors de toute matrice maternelle. Et il sera très difficile de l'empêcher puisque cela sera toujours au service de l'égalité, de la liberté et de l'immortalité. La convergence de ces trois tendances est claire. Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique, et sans même que nul ne les porte, sans même que nul ne les conçoive, si on se laisse aller au vertige du clonage. Accessoirement, cela résoudrait un problème majeur qui freine l'évolution de l'humanité, l'accumulation de connaissances et des capacités cognitives est limitée par la taille du cerveau, elle-même limitée par le mode de naissance, écoutez bien, si l'enfant naissait d'une matrice artificielle, la taille de son cerveau n'aurait plus de limite. En fait, derrière cette idée d'une maternité totalement artificielle, on nous fait donc passer plusieurs idées. Ce serait la libération de la femme, ce serait l'avenir, le progrès, ce serait aussi une victoire technologique, une victoire marchande, un succès commercial. Ce serait donc le progrès qu'on ne peut pas repousser. Remplacer ainsi la maternité, la famille, son devoir d'éducation par un projet industriel rentable correspond à un bouleversement du droit des jeunes enfants à la sécurité affective, au déni de la nécessité vitale pour chacun de s'enraciner dans sa vraie histoire, dans son existence, dans sa filiation. Quelles seront les valeurs d'une société fascinée par le tout médical significatif payant? Eh bien, M. Attali, lui, se réjouit de cette idée que, je cite encore, « l'homme du futur, fabriqué dans un utérus artificiel, pourra porter un cerveau de 20 à 30 kilos, ce qui fera de lui le super-homme de demain. » J'en veux pas. Jacques Attali n'invente rien. Le futur qu'il décrit a été dépeint avec précision en 1932 par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Dans ce livre, il n'y a plus de famille, les enfants sont conçus industriellement dans des machines, la sexualité est totalement libre dès l'enfance. On écrit dans Le meilleur des mondes, chacun appartient à tout le monde, comme le
répètent les personnages de ce livre, égalité totale, liberté totale, mais fin des différences, fin des familles. Et bien sûr, tout est conçu pour que chacun soit un parfait travailleur et un excellent consommateur. Alors, justement, le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Bon. Là encore, ça vaut la peine de se demander comment, en 1932 déjà, on avait donc imaginé avec autant de précision ce qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Alors, Aldous Huxley a un frère qui s'appelle Julian Huxley. Julian Huxley, c'est un biologiste eugéniste. Il était membre de plusieurs sociétés secrètes. Ça aide quand même à prévoir l'avenir, façon Attali. Et bien sûr, il a gravi les échelons, lui aussi. Il est devenu directeur de l'UNESCO. En 1941, déjà, Julian Huxley écrit dans son livre « L'homme, c'est être unique », « L'eugénique deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir. » Alors c'est intéressant parce qu'on va voir que lorsqu'il parle de religion de l'avenir, l'un de ses fidèles amis avec lesquels il échange sur ce sujet n'est autre que Teilhard de Chardin, le jésuite. Alors, je termine d'abord par une autre citation de Julian Huxley, celle-là en 1957. « Je crois en le transhumanisme, sitôt que cette conviction sera suffisamment partagée, l'espèce humaine se tiendra au seuil d'une nouvelle existence. » C'était en 1957. Donc, 1932, Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley. 1941, on vous parle de l'eugénique comme partie intégrante d'une religion de l'avenir de demain. 1957, Julian Huxley parle explicitement du transhumanisme. Et en fait, dès les années 50, son proche ami Teilhard de Chardin, techno-jésuite, futur inspirateur du New Age, traduit en anglais par Julian Huxley, exalte pour la première fois ce qu'il appelle le transhumain. Le mot transhumain apparaît pour la première fois sous la signature du jésuite New Age, techno-avant-gardiste Teilhard de Chardin. Alors, donc on a maintenant un schéma plus clair. Il y a la volonté d'écarter les femmes de la maternité, de l'allaitement, l'idée que la procréation doit être artificielle, elle passe par des étapes, PMA, GPA, utérus artificiel, et on va voir plus tard encore donc l'enfant synthétique. Mais donc, il apparaît bien clairement dans toutes les citations que je vous énumère que le transhumanisme est bien pensé depuis plusieurs décennies comme une étape de ce nouvel ordre sexuel mondial. Et que la PMA et la GPA ne sont que des étapes intermédiaires, simplement fixées par le fait que technologiquement, l'utérus artificiel n'était pas encore parfaitement opérationnel au moment où ils entament la promotion de la PMA et de la GPA. Alors, autour de tous ces personnages, Pierre Berger, Elisabeth Badinter, Jacques Attali, Huxley, Teilhard de Chardin, il y a une multitude de gens qui se sont exprimés à leur tour sur le sujet.
dont notamment, et c'est utile de faire chaque fois les passerelles, plusieurs théoriciens de la théorie du genre, bien sûr, parce que tout est relié dans ce plan global de nouvel ordre sexuel mondial. Vous avez Éric Fassin. Alors, Éric Fassin, je le resitue dans le contexte, Éric Fassin est un promoteur français parmi les plus connus de la théorie du genre. Il est surtout un auteur conseillé par l'Éducation nationale. C'est-à-dire dans les lectures conseillées aux enseignants par le ministère de l'Éducation nationale, vous trouvez tous les ouvrages d'Éric Fassin. Or, Éric Fassin écrit, je cite, « Depuis quelques décennies, il devient manifeste que le rapport sexuel est doublement détaché de la reproduction. Avec la contraception et l'avortement, il est pensé pour lui-même, indépendamment d'une finalité reproductive. Tandis qu'à l'inverse, l'assistance médicale à la procréation permet d'aborder la reproduction indépendamment d'une causalité sexuelle. » Donc, encore une fois, on est dans la cohérence entre Éric Fassin et Jacques Attali, entre Éric Fassin et la théorie du genre, entre Éric Fassin et les rapports de l'ONU, les droits sexuels. Tout cela est parfaitement rodé, orchestré. Vous avez une autre théoricienne du genre qui s'appelle Béatrice Preciado. Elle est l'auteur d'un ouvrage qui a beaucoup compté, non pas au sein du grand public, mais dans les milieux homosexuels, lesbiens et transgenres, c'est le manifeste contrasexuel. Vous voyez, tout de suite, parce qu'évidemment, il y a toute cette idée de révolution, etc., dans leur vision. Alors, j'en cite un extrait. « L'histoire de l'humanité gagnerait à être rebaptisée « histoire des technologies ». Le sexe et le genre étant des appareils pris dans un système technologique complexe. Cette histoire des technologies montre que la nature humaine n'est qu'un effet des négociations permanentes des frontières entre humain et animal, corps et machine. On y arrive, c'est cette idée que la machine va remplacer la femme comme élément de maternité. Je continue dans mes petites citations. Vous avez une juriste féministe lesbienne qui s'appelle Marcella Yacoub. Au sein de la mouvance LGBT française, elle est vraiment très présente. C'est bien sûr accessoirement une amie de Caroline Fourest, etc., etc. Bon, que des gens tout à fait recommandables, ça va sans dire, pour BFM TV. Donc, je cite, là encore, c'est un extrait d'une tribune qu'elle a écrite dans le journal Libération, accessoirement propriété des Rothschild et avec une forte partie d'actionnariat à l'époque supplémentaire de Pierre Berger, toujours les mêmes. Le 29 mars 2005, elle écrit « Avez-vous déjà pensé que vos arrière-petits-enfants, voire vos petits-enfants, ne naîtront plus des douleurs d'un accouchement, mais du ventre d'une belle et envoûtante machine. Qu'ils s'apitoieront de notre triste destin de mammifères sous-développés, que les historiens de demain s'étonneront des ruses que nous avons inventées pour rendre supportable cette charge qui consiste pour les femmes à faire sortir de leur corps l'espèce humaine. Voici quelques-unes des questions vertigineuses que pose l'utérus artificiel. Conçu pour la première fois par le grand généticien britannique Haldane en 1923, qui la baptisa ectogénèse, cette technique utopique est fort séduisante. Fini la contraception, l'avortement, les restrictions pendant la grossesse, les différences entre les hommes et les femmes à l'égard de cet acte toujours exorbitant,
de faire naître. Vous mettrez vos gamètes dans la machine et au bout de 9 mois, vous viendrez chercher votre bébé bien chaud dans les meilleures conditions. Cette machine n'est autre que l'achèvement d'un processus qui a mené nos sociétés à la légalisation de la contraception et l'avortement. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Tout est là. Ne s'agit-il pas de la dernière étape de la libération des femmes des servitudes liées à l'enfantement? Cela, l'ectogénèse, permettra d'arriver enfin à l'égalité homme-femme, de supprimer la dissymétrie fondamentale entre les sexes, c'est du badinter, hein, entre les femmes stériles et les femmes fécondes. L'utérus artificiel permet de penser un destin différent pour l'humanité et pour l'identité sexuelle. Rien que pour ça, je suis pour, écrit Marcella Yacoub. Donc, oui, encore une fois, tous ces groupes se rejoignent. Ces grands financiers du nouvel ordre mondial, ces puissants des grandes agences publicitaires, des grands consortiums industriels, ces féministes, ces représentants du lobby homosexuel, transgenre, etc. Tout cela travaille parfaitement en collaboration. Alors, bien sûr, ce monde qui nous est promis, comme c'est écrit sur l'affiche qui faisait la promotion de la conférence d'aujourd'hui, cela va développer cet esprit de société marchande. Cela va associer en permanence l'enfantement à l'argent. Mais n'imaginez pas que cela signifie que seuls les promoteurs de l'ultracapitalisme ont été des partisans de ce processus. Chez les marxistes aussi, on trouve abondamment de citations en faveur de ce processus. Ça va peut-être en surprendre certains, mais là encore, c'est important de montrer qu'en réalité, vous avez deux internationalismes qui, une fois de plus, se rejoignent. Parce qu'au final, entre les internationalistes marxistes, communistes, et les mondialistes ultra-capitalistes, bien souvent, il y a beaucoup plus de passerelles qu'on ne l'imagine. Alors, je vous cite Trotsky. Donc, de nouveau, ce n'est pas nouveau. Trotsky écrit « Produire une version améliorée, nouvelle de l'homme, telle est la tâche future du communisme. L'homme doit se regarder et se voir comme une matière première, ou au mieux comme un produit semi-manufacturé. » Cela, c'est parfaitement en adéquation avec la production marchande via l'utérus artificiel. Et quelques décennies plus tard, en 1971, c'est l'eugéniste marxiste Hermann Müller qui initie aux États-Unis la banque de sperme de prix Nobel créée par l'industriel Robert Graham, dans l'idée que la procréation artificielle doit vous aider à choisir votre enfant à la carte selon les critères de votre choix. Vous le voulez comment? Super athlétique? Prenez un peu de matière première d'un champion de triathlon. Vous le voulez prochain physicien? Prenez les spermatozoïdes d'un prix Nobel et l'eugéniste marxiste vous en propose tout un catalogue. Le marxisme, l'eugénisme et la société marchande se retrouvent bras dessus, bras dessous, dans un plan
parfaitement orchestré contre le réel et la nature, contre la création divine. Et cela, cette idée de catalogue, ce n'est plus du futur, vous le savez. Aujourd'hui, à travers toute l'Europe, régulièrement, dans des palaces, vous avez une journée ou un week-end où ces banques de sperme américaines viennent proposer à leurs clients potentiels de découvrir leur marché. Ça se fait à Paris, ça se fait à Bruxelles, ça se fait à Berlin, cela se fait dans toutes les capitales où il y a de l'argent, et vous, systématiquement dans des grands hôtels de luxe, et vous retrouvez là, à ce moment, bien, évidemment, toute une série de duos interlopes homosexuels, transgenres, ils ont muté. Vous savez que maintenant, il y a même une famille où... C'est une anecdote par rapport à tout le reste, mais ça en dit long quand même sur l'évolution de la société. Vous avez une famille où tout le monde a changé de sexe. Le père est devenu la mère est devenue le père, l'enfant, bien, le fils est devenu la fille, et la fille est devenue le fils. Tous par solidarité sont tous devenus transgenres. Mutation générale qui autrefois... Est-ce que je peux le dire devant une caméra? Mais autrefois, ça valait la camisole de force, évidemment. Bon. Mais aujourd'hui, c'est vu comme le sommet de l'originalité, de l'indépendance d'esprit, de la liberté. Oui, de la liberté, de la transgression. Donc, vous avez en ce moment des catalogues qui circulent, hein, puisque vous avez des journalistes qui ont été faire des reportages dans ces présentations, dans ces hôtels où on vous propose des catalogues où vous pouvez choisir. Vous pouvez décider que eh bien, le donneur de spermatozoïdes a les yeux bleus, qu'il est... athlétique ou frêle, qu'il est physicien, chimiste, mathématicien, doué pour la musique, qu'il est doué pour le basket, vous cochez. Vous cochez. Et qui trouve-t-on aux États-Unis parmi les clientèles de ce marché? Quantité de stars d'Hollywood. Hein. Vous avez quantité de chanteuses du showbiz bien en vogue qui payent cher pour avoir leur petite insémination avec l'idée que le petit cadeau qu'ils vont aller chercher, pas le caniche, mais l'enfant de leur choix, aura toutes les caractéristiques qu'ils ont sélectionnées dans le catalogue. Donc tout ça c'est déjà de l'ordre du réel aujourd'hui. Mais ce qui continue à avancer, eh bien, donc je continue par mes citations pour vous le démontrer. Bernard Debré a écrit dans un livre qui est paru en 2000, La Grande Transgression, l'homme génétiquement modifié, je cite, « Les enfants ne seront plus conçus de la même façon. Les animaux, les plantes, les machines et les clones viendront en aide à ce mutant en quête d'une éternité désormais envisageable. » Donc, relisez bien, les animaux et les plantes. C'est ce qu'on appelle en termes bioéthiques les chimères. Aujourd'hui, vous avez des expérimentations qui sont faites qui mêlent dans l'ADN cellules animales et cellules humaines dans le but de développer des caractéristiques animales qui seraient profitables à un humain dans tel ou tel objectif. Et au-delà des savants fous, qui est intéressé évidemment par ce type de projet? Aussi l'industrie militaire. Parce que ça veut dire que vous pouvez imaginer injecter à des cellules humaines des cellules animales qui
si les chercheurs aboutissent, devrait donner des spécificités très utiles en matière militaire. Doter un soldat de demain d'une capacité à courir beaucoup plus vite que court un homme naturellement. Se régénérer au niveau de la peau en cas de blessure, comme un serpent. Avoir une caractéristique qui le protège comme une tortue. Oui. Mais ça, comme le dit Bernard Debré, c'est un mutant. C'est l'alien qu'ils veulent nous vendre demain. Autre citation, celle de James Watson. C'est un généticien américain et prix Nobel. Il déclare en l'an 2000, et ça vous donne une idée de ce que ces gens sont des apprentis sorciers, parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est un travail d'apprenti sorcier. Je le cite, « Il faudra que certains aient le courage d'intervenir sur la lignée germinale, génétique, sans être sûr du résultat. De plus, et personne n'ose le dire, si nous pouvions créer des êtres humains meilleurs grâce à l'addition de gènes provenant de plantes ou d'animaux, pourquoi s'en priver? Où est le problème? Autre citation, celle de Kevin Warwick. C'est un chercheur en cybernétique. Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres qui ne le seront pas ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. Le même écrit plus tard, et c'est quand même, c'est de plus en plus précis, écoutez bien, ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer par l'intelligence artificielle, par le transhumanisme, d'être l'homme augmenté, eh bien ceux-là auront un sérieux handicap. Je cite, « Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » En gros, c'est l'idée que, en tant que travailleur, bien, si vous n'êtes pas, au moment où l'homme augmenté sera proposé sur le marché, si vous ne cédez pas à cette mode de l'homme augmenté, eh bien, vous ne serez plus intéressant sur le marché de l'emploi. Vous n'aurez plus les caractéristiques standards exigées. On trouvera bien mieux que vous. L'homme, véritable homme, sera le bas de gamme. Et je vais encore toujours continuer dans cette démonstration par les citations. Laurent Alexandre, homme d'affaires dans le séquençage génétique, promoteur du transhumanisme, déclarait à Paris en novembre 2014, lors du colloque transhumaniste appelé Transvision, je cite, « 28% des Américains sont d'accord pour sélectionner un bébé plus intelligent. Et les autres ne tiendront pas longtemps s'ils ne veulent pas que leurs enfants soient les domestiques des premiers. » En gros, si vous refusez pour vous-même d'être un homme augmenté, accepterez-vous demain en tant que parent que vos enfants ne le soient pas, au risque qu'ils n'aient plus les mêmes possibilités d'emploi que les autres issus de cette nouvelle forme de transhumanité? Autre citation, celle de Marcy Darnowski. Elle est directrice du Center for Genetics and Society. Elle parle de ces cliniques UP qui proposent à leurs riches clients des bébés génétiquement modifiés
Et elle écrit « Nous allons créer un monde dans lequel les riches déjà privilégiés pourront utiliser ces procédures de haute technologie pour donner des avantages biologiques à leurs enfants. » Tout se tient. Tous les généticiens, tous les chercheurs en génétique, en ADN, en séquençage, tous convergent vers cette idée que nous y allons, c'est l'avenir qui est déjà écrit par les maîtres du monde. James Hughes, qui est bioéthicien transhumaniste, fondateur de l'Institute for Ethics and Emerging Technology, écrit « L'objectif du transhumanisme est de remplacer le naturel par le planifié. » C'est bien ça. Le réel, la loi naturelle, eh bien, ils la unissent. La création du monde par Dieu, ils veulent la remplacer, la supprimer. Ils veulent être des créateurs à la place du Créateur. Ils veulent être Dieu à la place de Dieu. Ce sont les scientifiques démiurges qui nous proposent le meilleur des mondes, qui est en fait le plus abominable des mondes. Alors, rapidement, les dernières citations. Après l'utérus artificiel, que doit-il y avoir? La vie synthétique. Ce n'est déjà plus véritablement un scénario de science-fiction depuis que l'homme d'affaires biotechnologue américain Craig Venter, ainsi que des chercheurs du Génopôle d'Evry, chez nous, fabriquent des bactéries artificielles dont l'ADN est écrit par un ordinateur. À quoi sert un génome humain synthétique? À fabriquer des bébés en laboratoire, donc à abolir la procréation. Même plus besoin de trouver un fournisseur de gamètes de sexe opposé. Un ordinateur vous programme une sélection d'ADN et si les chercheurs y arrivent, tout sera fabriqué entièrement en laboratoire. Alors, que retenir aussi des arguments de nos adversaires? Faire très attention parce qu'évidemment, toutes les critiques que nous allons apporter à ce processus, ils vont tenter de les balayer. Ainsi, la reproduction artificielle de l'humain, elle est avancée par plusieurs chercheurs au nom de ce qu'ils appellent la médecine améliorative. Elle est la médecine qui doit améliorer la vie de l'humanité. Et ils expliquent que les technologies reproductives, fécondation in vitro, diagnostic préimplantatoire, ont été les premières étapes de l'artificialisation et de la marchandisation des potentialités physiques. Et que si donc la société a accepté la fécondation in vitro et le diagnostic préimplantatoire, bien la société n'a aucune bonne raison aujourd'hui de refuser les progrès successifs. Et vous le savez, du moins je l'espère et je le répète souvent, le mal avance souvent sous l'apparence d'un bien. Les propagandistes du mal présentent souvent avec beaucoup d'habileté leurs inventions abominables de telle façon que vous les acceptiez parce que ce serait un bien pour vous. C'est l'idée que, par exemple, la puce électronique que l'on implante dans la main d'un enfant, eh bien, si on ne vous donne pas une bonne raison, vous pouvez être réticent. Mais si on vous dit, au lendemain d'une disparition d'enfant qui se termine par un enfant retrouvé mort, que si
l'enfant avait eu une puce électronique dans la main, on aurait pu le retrouver, le géolocaliser avant qu'il meure, eh bien vous créez un phénomène émotionnel au sein de la population qui va faire que dans la semaine qui suit, toute une série de parents vont volontairement se présenter au siège de la société pour faire implanter des puces dans les mains de leurs enfants. Cette idée de mal qui avance sous l'apparence d'un bien, eh bien, elle est encore ici particulièrement présente dans le cadre de ce transhumanisme qui avance avec la procréation artificielle. Et ça a été très bien expliqué, hélas, mais ça dit beaucoup de l'esprit retors de ceux qui nous dirigent. Ça a été expliqué par une ancienne ministre française. Geneviève Fioraso a été ministre de la Recherche. Et sur France Inter, le 27 juin 2012, elle expliquait très franchement les choses. Quand la journaliste lui objecte que la procréation artificielle, cette idée d'utérus artificiel, le transhumanisme, toute cette nouvelle technologie, ça va naturellement susciter à un moment ou l'autre de la méfiance au sein de la population, que tout le monde ne va pas accepter cela. Elle répond, la santé est incontestable. Lorsque vous avez des oppositions à certaines technologies, faites témoigner des associations de malades. Tout le monde adhère. Et donc, ça signifie quoi? Que pour vous faire accepter l'utérus, pour vous faire accepter le transhumanisme, l'association de l'homme et de la machine, eh bien, on va vous prendre un militaire qui revient du front et qui a été amputé du bras. Et il va, devant tous les journalistes, vous montrer son bras bionique. Et les gens vont se dire, tout compte fait, c'est pas si mal le transhumanisme. Et cela, c'est un procédé auquel nous devons être particulièrement préparés. Notre mission, elle va être de combattre tout ce processus de nouvel ordre sexuel mondial, de combattre la PMA, de combattre la GPA, de combattre l'utérus artificiel, de combattre le transhumanisme, de combattre l'enfant synthétique. Mais systématiquement, nous devrons avoir déjà en tête les objections de nos adversaires pour pouvoir les mettre au tapis. C'est-à-dire que nous devons déjà avoir anticipé tout ce qu'ils ont prévu comme plan pour tenter de gagner à eux l'opinion publique sur base d'éléments émotionnels. Dernier petit point, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que nous en sommes loin de tout ça? L'utérus artificiel, par exemple. Fin avril 2017, une équipe de chercheurs de Philadelphie a annoncé le succès d'une première gestation d'un fœtus d'agneau en utérus artificiel. C'est fait. Un animal a été entièrement géré sous utérus artificiel. Laurent Gelin, ingénieur, membre de la Singularity University, créée par Google, a déclaré à Sud-Ouest le 8 janvier 2017, « Deux intelligences artificielles sont parvenues à créer un cryptage leur permettant de communiquer entre elles. Et là, l'homme n'est plus capable de les suivre ni de les comprendre. » C'est en janvier 2017. Deux intelligences artificielles, de façon parfaitement autonome, sont parvenues à créer un cryptage leur permettant de communiquer entre elles sans que l'homme ne parvienne plus à comprendre comment il procède. Dernier point par rapport à nos opposants. Nos opposants, ce sont les mondialistes. Nos opposants, ce sont les démiurges. Nos opposants, ce sont les scientifiques qui se prennent pour des dieux.
Nos opposants, ce sont les maîtres de la marchandisation, les maîtres de l'esclavage moderne. Mais ce sont bien sûr aussi ces politiques qui ne sont que des valets de ce nouvel ordre mondial. Ces politiques qui, dans les assemblées, se vendent à ces grands patrons, se prostituent à cette internationale financière, se prostituent à ces grands argentiers internationaux apatrides. Et une illustration en a été donnée le 21 février 2017. C'est passé quasiment totalement inaperçu. Résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 21 février 2017 sur base d'une proposition à la fois du député socialiste Jean-Yves Le Déaut, du député Les Républicains Bernard Accoyer et du député radical Dominique Orliac. Je ne vais pas vous citer l'entièreté de la résolution, mais les extraits les plus marquants. Écoutez bien. L'Assemblée nationale, considérant que les discours partisans, voire sectaires, fondés sur une défiance croissante vis-à-vis de l'expertise scientifique, constituent une grave remise en cause de cet esprit des Lumières. En s'attaquant aux règles mêmes sur lesquelles repose l'institutionnalisation de toute science, invite le gouvernement à réfléchir à des pratiques pédagogiques fondées sur l'usage raisonné des technologies numériques, en particulier à l'apprentissage du tri de l'information qui faciliterait la distinction entre des savoirs établis et des opinions sans fondement. Autant dire, entre les garants de la science au service des Lumières et les incultes que nous sommes, petits barbares humains qui doivent devenir les chimpanzés du futur. Donc, mesdames et messieurs, ayez en conscience, j'ai essayé avec cette multitude de citations qui sont indiscutables, ce sont des références que vous pouvez toutes et tous retrouver, que ce nouvel ordre sexuel mondial, il avance à grand galop. Et il a pour objectif de nous briser complètement. L'homme de demain, dans ce nouvel ordre mondial, il n'est qu'une matière marchande, consumériste. Nous ne représentons plus rien d'autre pour eux, plus rien d'autre. Ces gens-là n'ont aucune humanité, n'ont aucun sentiment, si ce n'est cette ambition qui dépasse tout pour eux d'être Dieu à la place de Dieu. Alors moi qui suis catholique, oui, eh bien j'insiste là-dessus. Battez-vous pour retrouver le réel. Battez-vous pour retrouver la loi naturelle. Sans loi naturelle, il n'y a plus de société. Retrouvons le pays réel. Battons-nous, défendons-nous. Parce que beaucoup de ces puissances mondialistes sont des monstres aux pieds d'argile si nous entrons véritablement en résistance. Mais véritablement en résistance, c'est sans concession aucune. Il faut que nous soyons en rupture complète avec ce système. En rupture complète. Entrez en résistance, c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je demande la parole. Je demande la parole pour dire juste une chose, qu'il faudra mettre sur le site une référence. C'est vraiment en conclusion de ce que vient de nous dire Alain. On m'a envoyé un texte d'un monsieur qui s'appelle François Touvenin. François Touvenin a été le traducteur du livre suivant de Judith Reisman. C'est-à-dire que les éditions Contre-Culture a commencé par publier ce livre et les éditions Saint-Rémy ont publié un autre livre de Judith Reisman sur la perversion, la subversion sexuelle. Et François Touvenin est le monsieur qui a traduit
le deuxième livre de Judith Reisman. Il a écrit un texte qui s'appelle « Vous serez comme des dieux ». Je vous supplie de lire ce texte et de le faire tourner. C'est une référence, c'est extraordinaire. Je vous remercie.